Bonjour et bienvenue à cette édition de la Tribune TVHR. Aujourd'hui, on va parler de tourisme parce que Tourisme Haut-Richelieu a présenté récemment son bilan de ses activités 2024, un bilan fort positif, et on va aussi se projeter à l'année 2025. Mais d'abord, un acteur important du secteur communautaire dans le Haut-Richelieu nous quitte bientôt. En fait, il termine son passage à l'Étoile avec nous aujourd'hui. Il s'agit de Eric Christensen, qui est le DG de l'Étoile Pédiatrie sociale en communauté du Haut-Richelieu, qui tire sa révérence après 9 ans à la tête de l'organisme. Monsieur Christensen, bonjour. Bonjour, Mario. Donc, vous terminez en fait officiellement aujourd'hui là, votre passage à l'Étoile. Exactement. Un bon dîner de départ avec ma super gang, puis après ça, on tourne la page et c'est un nouveau chapitre de ma vie qui va commencer. En quelques mots, là, si vous aviez à résumer votre passage à l'Étoile, qu'est-ce que vous retenez? Oh mon doux, il y a tellement de belles choses. C'est toutes les rencontres positives que j'ai faites à travers les 9 ans, autant avec la clientèle et l'équipe qu'on a. On a une équipe extraordinaire, mais aussi tous les partenaires à travers toutes ces années-là qui ont soutenu l'Étoile de bon cœur, qui l'ont soutenu soit financièrement ou avec du bénévolat. On a des bénévoles extraordinaires. Les gens qui gravitent autour de l'Étoile, c'est vraiment ça qui va me rester et les partenaires qui nous ont soutenus. Bien justement, c'est peut-être la cause aussi qui est intéressante parce qu'on parle de l'Étoile, donc vous aidez les enfants dans le Haut-Richelieu. Je pense que ça touche une corde sensible, je pense, auprès des gens et tous ceux que vous approchez, je pense. Bien, c'est sûr que pour être membre à l'Étoile, c'est des enfants qui vivent dans des contextes de grande vulnérabilité ou des contextes de vie difficiles. Pour nous, c'est la maltraitance, la négligence, l'abus physique, l'abus sexuel. Et au-delà de la lourdeur, parce que c'est clair que c'est très émotif, ça a un bagage émotif comme quand on travaille à l'Étoile, mais c'est de voir la générosité des gens qui veulent ou qui sont fiers d'avoir un centre de pédiatrie sociale, puis qui nous ont soutenus malgré, pendant la pandémie, avant la pandémie, on a continué à avoir le support des Joannais. Et moi, j'ai des amis qui disent ça doit être déprimant de travailler dans un environnement où ce qu'on voit des choses que personne ne devrait voir dans la vie. Mais oui, c'est vrai que ça, c'est pas évident, mais il y a un autre côté de la médaille, c'est de voir la générosité des gens qui veulent soutenir une cause et aider la cause à aider ces familles-là. Ça c'est incroyable, ça n'a pas de prix. Et je pense que les enfants nous le rendent pied aussi. Oui. Bien, on leur donne une deuxième chance. Là. On appelle ça, nous, dans notre jargon, une trajectoire de vie. Bien, on a des enfants qui ont une trajectoire qui s'en va dans le mur ou que ça va pas bien. Et on arrive avec l'aide psychosociale, médicale. On arrive à les réaligner, si vous voulez, un peu comme un tuteur qu'on mettrait sur un arbre qui commence à pousser croche. Ça, je vais voler ça de Karine Boudreau qui disait toujours ça comme ça. Mais on les aide à repousser droit. Et puis, c'est une grande satisfaction pour nous parce qu'on change carrément la trajectoire de ces enfants-là et de leur famille. Comment évalueriez-vous la situation là, il y a 9 ans à aujourd'hui là, au niveau général? Bien, il y a 9 ans, 8 ans et des poussières, l'Étoile n'était pas tant connue dans le Haut-Richelieu, pas tant connue même à Saint-Jean. Elle existe depuis 2009, donc elle était quand même un organisme jeune. On avait à peu près 285 enfants qui étaient suivis à l'Étoile. Et la mission à ce moment-là, c'était d'avoir une croissance, de connaître, que les Joannais connaissent un peu plus c'est quoi la pédiatrie sociale et c'est quoi l'Étoile. Aujourd'hui, on est rendu avec un budget d'1,5 million, 28 employés, un budget d'1,5 million et on voit au-dessus de 500 enfants par année. Donc, il y a eu cette croissance-là. La nouvelle directrice générale ou le nouveau directeur général, je suis toujours, on ne connaît pas, mais la mission va être de pérenniser ce qu'on a bâti dans les dernières années. Et on a bâti beaucoup de choses encore grâce à tout le soutien qu'on a pu avoir, mais là, vraiment, c'est de garder cette richesse-là dans la MRC, parce que maintenant, avec le vaisseau, on est aussi, pas seulement dans Saint-Jean, mais dans la MRC. Donc, ça serait de garder ça pour, on va espérer un autre 15-25 ans. Ouais. Parliez du vaisseau, vous aviez dit, je pense que c'est votre plus belle réalisation, je pense. Hein? Oui, sincèrement, d'aménager un véhicule qui nous permet d'aller donner des services de pédiatrie sociale à des enfants qui ont des grands besoins dans les municipalités un peu plus éloignées et de l'avoir fait dans une façon mobile. Le vaisseau, il est magnifique. On est allé avec un autobus neuf, on est allé avec des spécialistes qui ont aménagé le véhicule. C'est vraiment un véhicule extraordinaire. C'est un véhicule
unique aussi en pédiatrie sociale. Donc, oui, je quitte avec la tête haute en sachant que je laisse un petit morceau de moi et de l'équipe qui a travaillé là-dessus ici dans la MRC. Bon, vous parliez d'un budget de 1,5 million. Bon, ça vient avec, évidemment, des activités de financement, peut-être de l'aide du gouvernement. Et je vois beaucoup d'activités de financement de l'Étoile. Il y en a eu un récemment avec le concert de Noël de Bruno Pelletier, entre autres. Oui. Est-ce que ça a été un processus qui a été long d'établir des activités comme ça pour assurer la pérennité, justement, de l'Étoile, ou ça s'est fait là, spontanément parce que la communauté vous appuyait? Non, ça se fait jamais spontanément. Non, C'est beaucoup de travail. Caroline Dionne, qui est la personne qui s'occupe de nos événements à l'Étoile, va être d'accord aussi. On a toujours eu des événements à l'Étoile, toujours un événement fort. Un moment donné, c'était les dansers pour l'Étoile. Après ça, c'est devenu le lip sync battle. Mais avec le budget qui devenait de plus en plus important, bien là, on a rajouté. Donc, la série de concerts aux chandelles, c'est quelque chose de nouveau. Depuis la pandémie, on est beaucoup aussi sur des dons numériques. Notre visibilité numérique est beaucoup plus présente et on n'a pas le choix, mais ça aide beaucoup aussi au niveau du financement. Mais c'est bien sûr qu'on ne peut pas soutenir un budget d'1,5 million avec des événements. C'est impossible. Non. On va, brûler notre monde, puis vous allez être tanné de voir que l'Étoile est partout. Donc, c'est sûr que des déductions à la source, c'est des choses qu'on va travailler. On a un programme qui s'appelle « Soyez une bonne étoile ». On essaie de chercher dans notre portefeuille de philanthropie d'autres choses que des événements, parce que c'est pas soutenable juste avec des événements. Exactement. On va revenir un peu sur le rôle que tient l'Étoile. Peut-être expliquer aux gens, là, on parle de pédiatrie sociale depuis le début de l'entrevue, mais peut-être que des gens ne savent pas trop qu'est-ce que c'est. Donc, peut-être nous parler un peu du rôle exact de l'Étoile auprès des enfants. Bien, la pédiatrie sociale en communauté, c'est une clinique de médecine sociale qui est établie dans la région où il y a la vulnérabilité. Donc, c'est une des raisons pourquoi on est dans le Vieux-Saint-Jean, dans ce quartier-là. On est un organisme qui a des médecins, des infirmières. Fait qu'on a un volet médical qui est super important. Souvent, plusieurs de nos enfants n'ont pas de médecin de famille et tout ça. Et quand on est dans des cas d'abus ou de négligence, bien oui, il y a des traumas qui sont créés chez les enfants au niveau psychosocial, mais il y a des traumas aussi physiques qui doivent être adressés. Donc, on a une équipe médicale, on a également une équipe psychosociale, donc tout ce qui est travailleurs sociaux, éducatrices spécialisés, psychoéducateurs, techniques en travail social. On a vraiment une belle panoplie d'une équipe psychosociale qui est là pour les enfants, les parents, les aider. Il faut dire que l'Étoile, c'est toujours volontaire. Il n'y a aucun parent qui rentre à l'Étoile parce que la cour les a ordonnés ou peu importe. C'est volontaire. Ils viennent chercher de l'aide. Et donc, la première chose qu'on fait quand on accueille des parents, c'est de les féliciter, d'avoir pris la peine d'aider leurs enfants. Et donc, avec le côté médical et psychosocial, on essaie de voir c'est quoi l'état présent de la famille et après ça, de développer une trajectoire qui va aider la famille et l'enfant de s'en sortir. Malheureusement, des fois, on est dans le signalement. Si la famille n'est pas capable parce qu'elle a des défis ou elle a des enjeux majeurs qui fait qu'elles ne sont pas capables nécessairement de donner ou de répondre aux besoins des enfants. Mais là, à ce moment-là, on doit placer les enfants dans un milieu sain. Et donc, c'est comme ça qu'on travaille beaucoup, évidemment, avec la DPJ. Mais en gros, je vous dirais, c'est de vraiment aider des enfants qui sont dans des situations difficiles. Par la bande, on aide les parents aussi, mais c'est de s'assurer que l'enfant est dans un milieu sécuritaire et sain. J'imagine que vous aimeriez en aider plus parce que, évidemment, la demande est énorme, mais vous ne pouvez pas aider tout le monde. C'est là où j'ai parlé de pérenniser. 500 enfants avec les effectifs qu'on a. Et aussi, il ne faut pas oublier que sur le budget d'1,5 million, il y a 16 % qui vient du gouvernement. Le reste, c'est des levées de fonds. À un moment donné, ça devient très lourd. Les gens nous disent, on vous voit partout, l'Étoile. Oui, c'est vrai, mais à quelque part, on n'a pas le choix. On n'a pas le droit aux programmes gouvernementaux comme le PSOC parce qu'on fait partie du réseau du Dr Julien. Donc, on n'est pas un organisme communautaire seul. Et il y a d'autres contraintes aussi qui fait qu'on ne fait pas partie avec Centraide et tout ça. Fait que si la pédiatrie sociale existe à Saint-Jean, c'est carrément à cause des Joannais, les entrepreneurs et les gens qui ont décidé de soutenir cette clinique-là. Bien, ça m'amène à une question. Si vous dites que vous n'avez pas le droit au programme du gouvernement, est-ce que le gouvernement devrait en faire plus pour la pédiatrie sociale? Définitivement, mais là, si vous me posez cette question-là, on en a pour 1 heure. Allez-y, on a un peu de temps.
C'est clair pour moi parce que à quelque part, puis le gouvernement le sait aussi. On reçoit du gouvernement et on est très reconnaissant de ça. On reçoit à l'Étoile aussi ce qu'on appelle des prêts de services. Donc, on a 3 employés qui viennent du réseau, qui la DPJ, la CSS et le CIS. Excusez pour les acronymes, mais je pense qu'on connaît. Oui, on comprend. Et donc, ça, c'est des gens qui font pas partie de notre masse salariale et qui travaillent 3 jours par semaine. Fait on est très reconnaissant de ça. Mais à quelque part, on prend ce qui déborde du réseau, on prend ce qui déborde du CIS ou des enfants qui ne rentrent pas dans une case qui est nécessairement évidente. On prend ce qui déborde de la CSS aussi. Et la même chose pour la DPJ. C'est le fun d'avoir cette aide-là du réseau. Mais à quelque part, si on aide des enfants qui n'ont pas d'autre place dans le réseau, bien, je pense que c'est normal que le chèque devrait suivre aussi. Mais je suis pas... Bon, tu sais, on a des belles ententes avec notre député, M. Lemieux, et les gens sont très, très ouverts à nous aider. Mais je pense que le rôle qu'on a à travers le Québec, parce qu'on est 46 centres de pédiatrie sociale à travers le Québec, on joue un rôle extrêmement important que le réseau ne peut pas jouer. Et non seulement ça, on est les spécialistes là-dedans. C'est pas tous les travailleurs sociaux qui veulent travailler avec des enfants qui sont abus de victimes abus de violence sexuelle, mais ceux qu'on a, ils mettent tout leur cœur puis ils ont décidé de faire ça. Donc, puis quand on parle des enfants, évidemment, c'est l'avenir, donc il faut en prendre soin, il faut s'en occuper pour que justement ils puissent... Puis le plus jeune aussi, si on les attrape, j'ai parlé de mettre un tuteur tantôt, mais si on arrive à travailler avec eux tôt, bien, on a une bonne chance de faire d'eux des citoyens responsables. Bon. Donc, vous quittez donc après 9 ans. Je pense que vous pouvez dire que vous avez un bilan positif de tout ce que vous avez fait. Je suis triste de quitter, c'est sûr. Je n'ai jamais pensé que je quitterais l'Étoile. Mais comme j'ai dit, on s'est choisi, ma conjointe et moi, et on a trouvé une belle place. Mais je quitte la tête haute, avec un petit pincement au cœur, c'est sûr. Mais oui, je suis très fier de ce que l'équipe a fait. Je suis surtout très fier de ce qu'on a comme équipe aujourd'hui. On a une équipe de tonnerre, une équipe une dynamique incroyable au travail, une complicité, et on arrive à très bien travailler ensemble, que ce soit des rôles médicaux, psychosociaux ou légaux. Et ça, c'est très important parce que c'est eux qui accueillent les familles et les enfants qui arrivent en détresse. Et donc, le produit le plus important de l'Étoile, malgré que la bâtisse est belle et malgré tous les événements qu'on fait, c'est les gens qui y travaillent. Et pour ça, c'est probablement la plus grande fierté que j'ai aujourd'hui. Je quitte avec l'Étoile en très, très bonne main, même si on ne connaît pas la nouvelle directrice ou directeur. Ils vont avoir le plaisir d'avoir une équipe formidable sous eux. En fait, en 1 minute, donc, votre successeur, quels seraient les défis? Simplement continuer la mission telle qu'elle est actuellement? Mais de la pérenniser, de rendre le financement plus facile et moins énergivore, ça c'est sûr. De continuer de donner à l'équipe ce qu'ils ont besoin pour bien faire leur travail, de continuer à comprendre l'équipe et de continuer à que l'Étoile rayonne. C'est peut-être cliché de dire faire briller l'Étoile, mais c'est vraiment ça qu'ils ont à faire. Parce que les gens, il faut qu'ils pensent à nous, parce qu'on fait un job extraordinaire, puis on a notre place dans le Vieux-Saint-Jean. M. Christensen, merci beaucoup. Bonne continuation. Je sais que pour l'instant, vous allez prendre un peu de repos. Pensez à vous, mais je suis sûr qu'il y a des projets qui vont s'en venir très bientôt pour vous. Merci beaucoup, Mario, j'apprécie. Merci beaucoup. Merci. On fait une pause et tout de suite après, on parle de tourisme au Richelieu, un bilan fort positif pour l'été 2024. À tout de suite.
Tourisme Haut-Richelieu a présenté récemment son rapport de ses activités estivales 2024. On va aussi regarder vers l'avant et voir un peu ce qu'attend 2025 pour Tourisme Haut-Richelieu. On reçoit la directrice touristique, Mireille Labranche. Bonjour. Bonjour, enchantée. Bien, moi de même. Donc, un bilan, somme toute, très positif là, pour 2024, là, si on suit au rapport que vous avez publié. Là. Oui, exactement. Donc, dans les 2 dernières années, on parlait d'une relance parce qu'on voulait se comparer avec la COVID. Les gens recommençaient à sortir, à reprendre leurs vieilles habitudes, comme je pourrais dire. Et cette année, on a vraiment dressé un bilan qui est comparable à 2019. Donc, on n'est plus en relance, on reprend les activités, les gens recommencent à sortir. On sent que ce besoin-là dans la communauté de voir des gens, de faire de nouvelles expériences, de découvrir l'agrotourisme, les produits du terroir. Donc, l'achat local est resté et on l'a vu là, cet été que malgré certaines baisses d'achalandage dues à la météo, parce que bon, il y a quand même beaucoup de journées de pluie cet été qui a affecté quelques activités de plein air. Somme toute, le bilan est plutôt positif pour la région. Donc, pour faire ce constat-là, je pense que vous avez sondé là, les différents secteurs d'activité là, pour voir s'il y avait eu hausse de fréquentation. Et je pense que ça a été le constat que vous avez fait. Là. Oui, exactement. Plus de 80 des entreprises qu'on a sondées, il y avait soit une stabilité ou une hausse. Et dans les entreprises qu'on a constaté une certaine diminution, c'est malheureusement des attraits qui sont dans un créneau qui est très plein air. Donc, il y a eu une baisse, mais ça, c'est toujours hors de notre contrôle. Dame Nature ne fait pas toujours des cadeaux, mais on essaie de trouver des alternatives là, pour remédier. Bon. Quand on organise des activités touristiques, évidemment, on cible les gens de la région, les gens de la province, mais je pense qu'il y a eu une augmentation de la fréquentation des touristes américains aux activités dans le Haut-Richelieu. Oui, exactement. Dans notre plan promotionnel de l'année dernière, en fait, de l'été dernier, ça a été une de nos premières nouveautés d'aller vraiment créer une offensive du côté américain, donc limitrophe Vermont, État de New York. Et on a aussi touché l'Ontario davantage cette année. Mais pour ce qui est des États-Unis, on a vu une augmentation du double de ce qu'on avait dans le passé dans nos entreprises. On est passé de 6 à 11 de la clientèle américaine. Donc, ça, oui, il y a le taux de change probablement qui y est pour quelque chose, mais aussi nos publicités ont bien fonctionné. Les taux de clics, de retour sur notre site web, là, ça générait un beau trafic. Puis est-ce qu'il y a un secteur particulier que les Américains aiment particulièrement? Particulièrement l'agrotourisme. Et tout ce qui est événementiel, c'est ce qui les attire. Ils ont des beaux produits de leur côté, mais on a des produits qui sont différents ici également. Donc, tous les circuits pique-nique qu'on peut offrir, la qualité des produits de nos agriculteurs ici dans le Haut-Richelieu, la Montérégie, c'est le garde-manger du Québec. Donc, c'est une force qu'on a, puis il faut vraiment miser là-dessus pour autant du côté américain que du côté ontarien. Est-ce qu'on peut dire que le Festival des Montgolfières aussi a aidé à ce bilan-là? Parce que cette année, là, il y a eu une hausse de la fréquentation au festival. Donc, ça a dû aider, j'imagine, là, dans ce rapport positif-là. On a eu un beau rapport d'une belle campagne qu'on a faite avec la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et les Montgolfières. Donc, une première année d'une campagne concertée qu'on a mis tous nos efforts ensemble. Donc, les résultats sont très positifs de cette campagne-là. Donc, oui, on pourrait croire que nos efforts en marketing ont aidé là, également au niveau des Montgolfières. Bon, ça, vous en parlez depuis le début de l'entrevue. Donc, campagne de marketing, campagne de publicité aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous a amené à développer ça et quel est justement le type de campagne que vous faites pour attirer les touristes ici? Oui, donc pour répondre peut-être à la deuxième question en premier, on est vraiment dans le web marketing, donc tout ce qui est réseaux sociaux, c'est ce qui fonctionne le mieux en ce moment au niveau du taux d'engagement des gens qu'on va cibler. On est allé avec des cibles plus, je vais appeler ça des micro-ciblages. Donc, on est allé vraiment chercher des gens qu'on sait qu'aux États-Unis sont des passionnés de gastronomie, donc des foodies. Donc, on a vraiment été avec des micro-campagnes très, très, très ciblées, très nichées aussi au niveau des événements. Donc, ça nous a permis d'aller chercher, je dirais, les bonnes personnes. Pour ce qui est d'aller vers les États-Unis, ça a toujours été un potentiel pour nous, en retombée économique, d'aller chercher les Américains, surtout avec le taux de change depuis un an. On a aussi la 35 qui va se prolonger aussi vers les États-Unis. Donc, pour nous, c'est une belle porte d'entrée. Et on ne veut pas être seulement que de passage. Quand les gens passent par la 35 et vont vers Montréal, on veut que les gens s'y arrêtent. Donc, c'est vraiment dans cette lignée de pensée-là qu'on s'est dit, on va aller attaquer de ce côté-là. Et aussi, ça vient bonifier les actions de notre ATR, Tourisme Montérégie aussi, qui font plus localement. Donc, nous, on veut aller ailleurs aussi. C'est ça. Et vous avez parlé aussi que vous étiez plus visible sur le terrain. De quelle façon? Oui, on a, durant l'été, des étudiants
donc des emplois saisonniers. Donc, on les a positionnés dans des attraits majeurs de la région pour vraiment aller au-devant de la clientèle. Notre bureau à Saint-Jean-sur-Richelieu est très bien situé. On est devant la piste cyclable, donc on répond bien aux cyclistes ou aux gens qui sont plus locaux. Mais les touristes qui ne vont pas nécessairement s'arrêter dans le Vieux-Saint-Jean ou qui vont arriver vers Venise en Québec, il fallait trouver une façon de pouvoir leur parler sans nécessairement qu'eux viennent à nous. Donc, on est allé à eux. On a fait 24 présences dans des événements. On a fait 4 entreprises majeures aussi parce qu'on est allé les sonder, savoir un peu c'est quoi leur parcours client. Quand ils viennent dans les régions, est-ce qu'ils viennent juste à une activité? Est-ce qu'ils vont manger au restaurant? Donc, ça nous a permis aussi d'avoir des données pour bien planifier nos prochaines actions. Vous parliez de Venise en Québec. Depuis peu, on a une offre de spectacle maintenant à la salle de Venise en Québec. J'ai eu la chance d'assister à des spectacles. Est-ce que ça devient là, un attrait touristique, sans dire majeur, mais très important? Parce que là, avec la salle de spectacle, je pense que les gens peuvent vraiment passer une très, très belle fin de semaine, même à Venise en Québec, là, pour les touristes en tout cas. Oui, bien en fait, la culture, c'est vraiment un attrait important, pas nécessairement majeur en termes de générateurs de nuitées, par exemple. Oui, donc, oui. ça va être plutôt des excursionnistes Exact. qui vont venir passer la journée peut-être dans la région. Mais il y a la salle à Venise en Québec, il y a une nouvelle salle aussi qui est sur un terrain privé à Henryville. Donc, on a vraiment de belles salles de spectacle et on a eu un rapport l'année passée cette année, en fait, avec la SPEC, qui a démontré là, tout le potentiel de retombées économiques dans une région parce que les gens vont aller manger au restaurant avant d'aller voir leur spectacle. S'ils viennent de plus loin parce que leur artiste, parce que les gens vont choisir l'artiste avant de choisir la destination. Donc, si on a des shows de qualité, puis je crois vraiment que c'est ce qu'on a ici dans le Haut-Richelieu, bien, ça va permettre justement que les gens ont peut-être générer des nuitées. Donc, c'est sûr que le volet culturel, il n'est pas négligeable dans la région. Puis, on le voit de plus en plus avec plusieurs études là, qui ont été faites. Oui. Bon, là, on vient de conclure 2024. On va regarder vers 2025 maintenant. Un plan d'action. Quelles sont les orientations de ce plan d'action 2025? Oui, bien en fait, sommairement, il y a 3 axes qui vont être importants, autant pour nous qu'avec le comité aviseur de tourisme au Richelieu. On veut vraiment miser fort sur tout ce qui est marketing. Donc, la promotion, c'est l'essence même de qui on est, puis ce à quoi on veut desservir la communauté. Donc, il y a un plan d'action qu'on va donner en mandat au niveau du marketing pour nous accompagner à être plus innovants, à faire pas ce que le voisin fait, de faire différemment. Tout aussi, on a un volet de projets spéciaux. Donc, il y a des petits projets qui s'en viennent l'année prochaine là, avec un projet de vélo connecté pour la région qui découle d'une étude qui a été faite sur la vélo-économie, donc qui démontrait qu'un cycliste qui vient dans une région a plus d'argent à dépenser que quelqu'un qui est nécessairement en voiture. Donc, on va miser là-dessus pour s'assurer que notre territoire est adapté puis est accueillant pour le cycliste. Mais expliquez-moi ce projet-là, exactement, le vélo connecté. Là. Ça veut dire quoi exactement? Donc, quelqu'un qui se déplace comment ça fonctionne? Oui. Bien, je vais vous donner un exemple. Un vélo électrique, ça coûte quand même quelques centaines de dollars, même milliers maintenant avec les modèles qu'on a. Puis, quand ils arrivent ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, si par la bande du canal, par exemple, on n'a pas les équipements actuellement pour sécuriser de façon sécuritaire le vélo de la personne. Donc, elle ne va pas passer plusieurs heures à dépenser dans les commerces nécessairement. Donc, ça va être vraiment un aller-retour, un va-et-vient assez rapide. Donc, l'objectif, c'est de s'assurer qu'on a les équipements de sécurité pour adaptés aux vélos électriques pour que les gens, quand ils arrivent, puissent prendre le temps de découvrir la région, au même titre que d'avoir un service en projet pilote avec la ville. On regarde pour avoir peut-être un service de location aussi avec des tracés là, précis. Donc, on a interpellé les différentes municipalités, sont très ouverts à cette proposition-là, tout dans un objectif de développement durable aussi, mobilité active. Donc, on rentre dans ce cadre. C'est une forme de tourisme intéressant, de toute façon. Quand il fait beau. Exactement. Mais ce qui est bon pour le citoyen est bon pour le touriste. Voilà. Il y a un événement aussi qui s'en vient, là, très important, c'est le 250e anniversaire du siège du Fort Saint-Jean. Vous êtes impliqué là-dedans. Là. Ce sera quoi exactement? Oui, en fait, c'est une programmation qui va être sur l'année, qui va avoir un lancement au mois d'avril. Je ne peux pas divulguer la programmation maintenant, mais il va y avoir un gros week-end qui sera le dernier week-end des Montgolfières, où est-ce qu'il va y avoir la reconstitution
de cet événement fort de la région. Et je peux quand même vous dire quelques petits éléments. Donc, on attend au-dessus de 400 Américains pour venir faire cette reconstitution-là sur le site même du Collège militaire. Donc, une belle programmation qui s'en vient, qui va être aussi jumelée en même temps que l'International de Montgolfière. Parce que c'est une page d'histoire de la ville de Saint-Jean, ça? C'est une page d'histoire, puis on est une ville militaire. Oui. On veut vraiment se fondre aussi tout le volet aussi défense civile publique. Donc, je pense que c'est un bel événement pour montrer la force qu'on a dans notre ville, dans notre région, là, avec toutes les histoires qu'on a par la rivière Richelieu ou par le blocage Fort-Lénox. On a vraiment une culture là, très riche militaire ici. Vous parlez de la rivière Richelieu. Est-ce qu'il y a des plans au niveau touristique pour valoriser justement la rivière Richelieu, qui est quand même un joyau, là, pas juste ici, mais pour la Montérégie au complet? Là? Oui, dans le plan d'action de tourisme Montérégie, dans lequel on collabore d'assez près, il y a la relance de la route du Richelieu. Donc, ça fait partie d'un des projets forts pour l'année prochaine, là, avec un circuit pour mettre de l'avant tout le patrimoine bâti et culturel et les attraits le long de la rivière. Il y a toujours Allô Richelieu aussi, la coopérative de membres qui crée la forfaitisation le long de la rivière. Et l'année prochaine, on aura la navette là, entre Sabrevois et Saint-Blaise. Ah oui, c'est vrai. Oui, exactement. Donc, il y a des beaux projets, les routes bleues aussi, sur la rivière Richelieu, donc des parcours de canot-kayak. On en a déjà eu 10 en nouveauté cette année. On en attend 2 supplémentaires l'année prochaine. Donc, tout ce qui est voies navigables, activités nautiques, c'est vraiment en essor chez nous. Les gens veulent se réapproprier leur rivière. Oui. Donc, de notre côté, on veut s'assurer aussi que les aménagements au niveau des berges sont adéquats pour accueillir cette clientèle-là. Et dernier dossier, il y a la relocalisation du bureau d'accueil aussi, hein? Oui, exactement. Donc, avec la Maison de l'économie, notre bureau d'accueil va déménager là, au courant de printemps et l'été 2025 au 100 rue Richelieu. Donc, on va avoir un beau projet là, de revitaliser l'espace autant intérieur qu'extérieur pour créer vraiment cette synergie-là, d'avoir, oui, l'accueil touristique, mais aussi un accueil qui est plus loin auprès des gens d'affaires, auprès des citoyens. Donc, on va avoir un plan pour vraiment venir bonifier cet accueil-là. Mais Madame Amand, merci beaucoup. Et puis, on aura l'occasion de se reparler, évidemment, lorsque l'année 2025 sera bien installée pour parler des projets, bien sûr, au cours de la prochaine année. Absolument. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir. Voilà, ça conclut pour cette tribune TVHR pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. À la prochaine, Mesdames, Messieurs.